Merci à vous tous d'être là. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Cette imprécation, lancée par Bossuet au XVIIe siècle, mérite de venir frapper aujourd'hui nos États d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Ces États où l'on s'émeut des statistiques et des formes apparentes, la croissance du chômage, les inégalités sociales, la consommation de drogue, les trafics d'argent et d'armes. On s'en émeut, mais sans s'en prendre à ce qui permettrait d'y mettre fin. Les oligarchies tiennent en effet les peuples dans un état de soumission volontaire. Elles truquent l'environnement là où elles opèrent. Pour accroître le produit intérieur brut des États membres de l'Union européenne, les comptables européens recommandent désormais aux États d'inclure dans leurs statistiques les revenus de tous les trafics. Ainsi, par la magie des marchés, la prostitution, par exemple, n'est plus un drame humain ou un coût social, elle devient un bénéfice à inscrire dans les bilans. Le précepte de Mondeville, suivant lequel la somme des vices privés constitue la vertu publique, domine tous les comportements jusqu'à faire du travail humain une variable d'ajustement et du profit réalisé au détriment de son exploitation, la référence suprême des marchés. Notre région transatlantique est ainsi dominée par la relation incestueuse entre les banques de Wall Street et de la City et les grands du numérique, le 7e continent, comme ils l'appellent. GAFA. G pour Google, le cartographe et l'accumulateur de données. A pour Apple, le fournisseur d'applications. F pour Facebook, l'animateur social. Et A pour Amazon, le tenancier, je dirais le Thénardier culturel. Ce système fonctionne sans produire, à la vitesse de la lumière. C'est le trading de haute fréquence. Il fonctionne sans contrôle juridique. Ce sont les plateformes alternatives et les banques de l'ombre. En ayant réduit les institutions des États en servitude par la dette des individus et les individus à l'asservissement par le désir de posséder. En s'efforçant non seulement de savoir ce que nous faisons, mais en tentant de prédire ce que nous allons faire, voire de le savoir avant nous-mêmes grâce à la multitude de données accumulées en nous ponctionnant à notre insu sur la toile. Cette société prédatrice constitue la forme moderne de l'Empire britannique. Mais avec les mêmes pulsions destructrices que celles qui furent le produit de la fusion entre la monarchie anglaise et la Compagnie des Indes orientales. Elle porte en elle la guerre, comme la nuée porte l'orage, comme le disait Jaurès en son temps, car son caractère prédateur la rend incapable de produire les ressources nécessaires aux générations futures. Ainsi, pour 1 euro ou 1 dollar produit, elle engendre au moins 4 euros de dette et une accumulation de créances sans précédent historique, si peut-être à la fin de l'Empire romain. L'on connaît le chiffre officiel de produits financiers dérivés, qui sont des titres de pari sur les prix futurs, que l'on se transmet indépendamment de la possession du bien sous-jacent, c'est-à-dire le titre spéculatif et la propriété sont séparés. C'est 800 000 milliards de dollars par an, soit plus de 10 fois la production annuelle du monde entier. Ça, c'est le chiffre officiel. Le chiffre réel de toutes les créances cumulées, que personne n'est capable de fournir avec exactitude, car les engagements croisés entre établissements
sont tenus par des ordinateurs qui opèrent au milliardième de seconde, mais on peut quand même établir un chiffre approximatif, c'est certainement supérieur à 2 millions de milliards de dollars, bien plus qu'il a été dit hier. Il s'agit réellement d'une finance folle, au sens propre du terme, folle, mais d'une folie d'assassin pathologique. Elle détruit le capital humain sur lequel repose toute société. Les pays qui, comme l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne, affichent moins de chômeurs, les ont en réalité supprimés, pour l'instant, par la manipulation statistique et la précarité organisée. Dans ces conditions, il s'est créé dans le monde un climat de guerre que le pape François a justement dénoncé à Sarajevo. Nous vivons dans un empire qui tue, comme il l'avait déclaré il y a quelques mois. La folie de la finance est en effet meurtrière. De plus en plus de responsables, depuis la Chine jusqu'aux États-Unis, et surtout en Russie, comparent la situation actuelle à celle de la guerre des missiles de Cuba, la quasi-guerre de missiles de Cuba, en 1962. Sauf que cette fois, comme il a été dit hier, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'OTAN qui ont disposé leurs forces et leurs missiles nucléaires aux frontières de la Russie, rompant les promesses qui avaient été faites lors de la réunification de l'Allemagne. Deux choses rendent cependant la situation dans laquelle nous nous trouvons infiniment plus dangereuse qu'en 1962. La première est que la majorité des citoyens ne se mobilisent plus contre la guerre, comme l'a dit hier El Gazep Larouche, contre la guerre qui vient, ou ils ne se mobilisent plus non plus contre le pillage de leur vie. Et là où ils se mobilisent, parce qu'ils ont le dos au mur de leur exploitation et de leur exclusion, comme en Grèce ou en Espagne, ils rejettent ce qui doit être rejeté, mais ils n'ont aucun projet pour ce qui est nécessaire de faire, pour ce qui doit être fait. Or, si nous voulons rétablir un monde de croissance réelle et de développement mutuel, nous devons apporter à l'élan des pays membres des BRICS et de leurs associés un surplus de force et un élargissement d'horizon. Nous ne pouvons pas simplement dire que nous allons monter dans le train des BRICS et attendre qu'il nous le mène à bon port. C'est mieux que de rester sur le quai, et c'est mieux que de les combattre comme les oligarques le voudraient. Mais ce n'est pas encore à la mesure du défi, notre défi et le leur. Nous devons apporter le meilleur de nous-mêmes, car c'est l'orientation économique du monde entier que nous devons changer. Ce n'est pas tel ou tel élément du système actuel qui provoque les catastrophes, mais c'est la logique de tout le système lui-même, tout le système. C'est de système que nous devons donc changer. Ce changement est la condition d'une paix future, la capacité de créer les conditions d'un développement mutuel harmonieux, gagnant-gagnant, comme l'a répété à plusieurs reprises le président chinois Xi Jinping. Pour cela, nous devons comprendre ce qu'est réellement l'économie. C'est en réalité la conception de ce qu'est réellement un être humain que nous devons retrouver en nous-mêmes. L'être humain n'est pas un animal géopolitique, cherchant à occuper des territoires ou à contrôler des richesses au détriment des autres. Il est celui qui se définit par la découverte des principes de l'univers qu'il habite et qui modifie son environnement grâce à l'application de ces découvertes pour que lui-même et ses semblables croissent et se multiplient en vivant mieux. Cela signifie que l'économie ne consiste pas à acheter bon marché, revendre plus cher et effectuer un profit monétaire, mais à construire des plateformes de développement mutuel, aujourd'hui des plateformes de décollage, pour produire mieux et plus avec moins, grâce aux applications technologiques dérivées de ces découvertes. C'est-à-dire accroître sa productivité par être humain, par unité de surface
et par unité de matière incorporée dans le processus. Ces plateformes incorporent les moyens d'assurer cette dynamique. L'infrastructure humaine, l'école, l'hôpital, le laboratoire, et l'infrastructure physique, les unités de production, le transport. L'homme politique et économiste américain Lyndon LaRouche a appelé cette capacité de l'être humain le potentiel de densité démographique relatif au niveau de la plateforme technologique et humaine ainsi mise en place. Cette notion de potentiel, de capacité par être humain, a été reprise par des amis russes de LaRouche et le savant Bobitch Kuznetsov, qui était un des grands experts russes de l'espace et de la médecine spatiale. Bobitch Kuznetsov a proposé de l'appeler, cette unité de mesure, le L LaRouche, unité de mesure économique reflétant la création humaine appliquée et vérifiée. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai intitulé mon intervention « La création humaine, source et mesure de l'économie réelle ». Il est essentiel de souligner que dans leur conception de la ceinture économique de la nouvelle route de la soie terrestre et maritime, les experts et dirigeants chinois ont exprimé la même conception de l'être humain. Autant que je puisse en juger, le Shi traduit le Shi chinois, traduit le jugement en termes de potentiel de situation à exploiter. Toujours cette idée de potentiel. La situation n'est plus ainsi ce à quoi je dois imposer un plan dressé d'avance dans tous ses détails, mais une mine dont l'exploration des filons est ma mission. Une idée transformatrice, opérant en sorte que quand j'engage mon action et mon combat, j'ai déjà gagné, car j'ai préparé les conditions de gagner l'ennemi à moi, en le transformant en partenaire. Ce que le dirigeant indien Narendra Modi a bien compris lorsqu'il a souligné, en clôture du sommet des BRICS à Fortaleza, en juillet de l'an dernier, pour la première fois, il voulait dire les BRICS, rassemble un groupe de pays en fonction de leur potentiel futur et non de leur prospérité actuelle et des identités partagées. L'idée même des BRICS est ainsi tournée vers l'avenir. Il ne faut jamais assez le souligner. L'idée même des BRICS est ainsi tournée vers l'avenir. Je crois qu'ils peuvent ainsi apporter, poursuit Modi, les nouvelles perspectives et manières de faire aux institutions internationales existantes. Cette conception de l'économie est absolument opposée à la logique formelle d'Aristote, qui est basée sur le principe de non-contradiction, selon laquelle un ennemi est donc un ennemi et un opposant à détruire. Pour la conception du Shi et notre conception de potentiel, au contraire, l'opposant est quelqu'un à gagner, pourvu qu'on élève le débat. Comme Nicolas de Cuès l'a souligné, certains disent Nicolas de Cuse, comme Nicolas de Cuès l'a souligné, la création suppose la coïncidence des opposés, qui rend connaissable et maîtrisable à un niveau de conjecture supérieur ce qui, au niveau relativement inférieur, apparaissait comme inconnu et incapable d'être maîtrisé. Confucius, avec sa conception du ren, c'est-à-dire de l'avantage donné à autrui, de l'agapé, permettant d'acquérir le mandat du ciel en instruisant les autres, développe une démarche qui est de nature semblable à celle de Nicolas de Cuès et de la grande Renaissance européenne. Contrairement aux stupidités malthusiennes, pour qui l'histoire du monde finit commence, c'est de Paul Valéry. Contrairement aux stupidités malthusiennes, pour qui l'histoire du monde finit commence, Jean Bodin, dans ses 6 livres de la République, affirme à la suite du Cusin, à la suite de Nicolas de Cuse, qu'il n'est richesse ni force que d'homme, à condition qu'un dirigeant éclairé fasse accord de discord, aspiration à l'unité dans la diversité, dont le principe
traverse toute l'histoire chinoise. Il est donc clair qu'Américains et Européens devaient avoir beaucoup à partager avec les BRICS et même à leur apporter. En France, les règnes d'Henri IV, avec Sully, l'AFMA, Olivier de Serres, ou le règne de Louis XI. En Allemagne, les Lumières de l'Est, avec Lessing et Mendelssohn, et l'économie nationale de Friedrich List, plus toute la tradition culturelle allemande. Et aux États-Unis, la conception hamiltonienne de l'économie politique. C'est ici qu'est apparu le plus clairement un sens de l'économie et d'une société orienté par un vecteur de progrès scientifique et jamais par l'obéissance à une tradition. Quand vous entendez tradition et valeur, pensez que les voleurs ne sont pas loin. Dans 2 de ces 4 rapports financiers, dans 3 de ces 4 rapports fondateurs du système américain d'économie politique, Hamilton montre que le crédit public, organisé par une banque nationale, est le fondement de l'économie, car il constitue un pari sur l'avenir, un pari sur la capacité qu'ont les investissements futurs de produire les moyens de rembourser la dette encourue. La base n'est pas l'épargne, la base n'est pas la tradition, la base n'est pas la rente, c'est ce pari sur l'avenir qui est effectué à partir du crédit public, l'engagement de toute une société. Le futur des États-Unis, avait compris Hamilton, était dans les manufactures, c'est-à-dire dans l'industrie, soutenu par le crédit public et non dans l'agriculture, comme le voulait un Jefferson, car l'industrie est ce qui permet d'accroître la qualité et la quantité du travail humain, lui donner plus d'intensité et plus de quantité. C'est l'accroissement de la densité des flux d'énergie et de technologie qui permet ce surplus physique permettant de réinvestir à un niveau encore supérieur de création humaine à l'avenir. C'est comme dans la recherche, nous en parlions tout à l'heure, vous trouvez quelque chose, mais immédiatement que vous l'avez trouvé, vous devez le remettre en cause pour faire mieux à l'avenir. Dans son rapport sur une banque nationale, Hamilton démontra en particulier, au grand étonnement des autres pères fondateurs, comment la dette pouvait être transformée en monnaie permettant d'émettre du crédit public. La Banque nationale fut conçue comme un réceptacle de dépôt provenant de revenus de toute origine, y compris des titres de la dette fédérale, pour être capitalisés et pouvoir prêter ensuite aux investisseurs. La dette servit ainsi de garantie pour faire circuler du crédit-monnaie et échapper au contrôle exercé sur l'économie américaine par des intérêts étrangers, notamment britanniques. Inutile d'ajouter que ces dépôts ne pouvaient pas être saisis ou les créances transformées en actions des banques, comme on voudrait le faire aujourd'hui en Europe pour piller les citoyens et rembourser les banquiers spéculateurs. Il s'agissait, avec Hamilton, là d'économies réelles, attachées à des projets producteurs de productivité et non à des jeux financiers, gonflant les grandes banques jusqu'à les rendre systémiques, c'est-à-dire leur permettant, à cause de leur taille, c'est ce que veut dire une banque systémique, leur permettant, à cause de leur taille, d'exercer un chantage à la faillite et d'exiger l'aide des États au détriment des peuples en difficulté ou en souffrance. Cette référence est aujourd'hui essentielle pour traiter la question des dettes publiques grecques existantes. Il faut y ajouter, au regard des critères définis par Hamilton et des annulations de dettes en faveur de la République fédérale allemande en 1953, il faut y ajouter la séparation des dettes remboursables et légitimes de celles qui ne le sont pas. Ainsi, à peine 10% des dettes encourues par la Grèce l'ont été dans l'intérêt de son peuple et de son économie.
90% sont allés aux financiers spéculateurs. Le reste a bénéficié aux compradors, comme on disait de mon temps, aux compradors de l'économie grecque et surtout aux financiers spéculateurs de l'extérieur qui maintenant réclament indûment leur livre de chair. Si négociation il y a, elle devrait porter sur ce point, gestion et annulation des dettes, et non sur le garrot imposé par les institutions, la Troïka, on l'appelle maintenant les institutions, et non sur le garrot, moi je les appellerai les inquisitions, et non le garrot imposé par les institutions aux dépens du peuple et de l'économie grecque sous forme d'une austérité qui revient à saigner stupidement un corps malade, comme s'en moquait Molière. Plateforme de décollage et de développement, grands projets d'infrastructure, crédit public, densité de flux d'énergie et de technologie, essor des capacités créatrices des êtres humains. Il faut une direction, une inspiration et une adhésion. Charles de Gaulle, dans un discours prononcé à Lille le 1er octobre 1944, disait au sortir de la guerre « Nous voulons donc la mise en commun de tout ce que nous possédons sur cette terre. Et pour y réussir, il n'y a pas d'autre moyen que ce qu'on appelle l'économie dirigée. Nous voulons que ce soit l'État qui conduise au profit de tous l'effort économique de la nation tout entière et faire en sorte que devienne meilleure la vie de chaque Français et de chaque Française. » Déclaration très progressiste par rapport au cours de Sigmar Gabriel en Allemagne et au cours de Dominique Strauss-Kahn et Lionel Jospin à Sciences Po, ou de François Hollande qui était encore pire. Plus tôt, à Alger, le 1er mai 1944, De Gaulle précisait « Cependant, les grandes affaires humaines ne se règlent point uniquement par la logique. Il y faut l'atmosphère que seul peut créer l'adhésion du sentiment. L'adhésion du sentiment. Il faut aussi beaucoup de courage, qui est heureusement contagieux. C'est plus contagieux que le pessimisme, il faut dire ça aux Français. Écoutons Franklin Delano Roosevelt au Madison Square Garden de New York, le 31 octobre 1936, parler de ses ennemis qui étaient les mêmes qu'aujourd'hui les nôtres. Roosevelt disait « Ils sont unanimes dans leur haine à mon égard et je me réjouis de leur haine. » Une direction, une inspiration et une adhésion du sentiment. C'était la détente, l'entente et la coopération entre les peuples du général de Gaulle. Et c'est aujourd'hui ce que Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération russe, appelle, je cite, « un certain format de coopération entre les 5 pays des BRICS ayant un agenda commun, y compris la défense de leur souveraineté nationale, la protection et la promotion de leurs intérêts nationaux sur la base des principes d'égalité, de non-interférence dans leurs affaires intérieures respectives et le refus d'un monde unipolaire. » C'est ce qui porte la Chine à s'entendre avec l'Inde et la Russie, à ouvrir l'accès de sa banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures au Japon et aux États-Unis, malgré les contentieux historiques et les menées inamicales de l'un comme de l'autre, du Japon et des États-Unis. C'est aussi ce qui porte des intérêts chinois à ouvrir un canal transocéanique au Nicaragua, à investir 50 milliards de dollars au Brésil et à financer un chemin de fer lui aussi transocéanique entre le Brésil et le Pérou. La route de la soie passe par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. C'est enfin ce qui inspire à la Banque centrale de Russie, et c'est très important, de proposer un nouveau système de compensation, de clearing, comme on dit maintenant en franglais, un nouveau système de compensation bancaire analogue au système occidental SWIFT. Mesurons un instant le changement économique depuis 100 ans. La Chine avait été le seul pays à ne pas signer le traité de Versailles en 1919, quand on l'y avait dépouillé d'une grande partie de ses terres.
Elle n'avait même pas été invitée, bien que s'étant battue avec un grand courage contre le Japon, elle n'avait même pas été invitée à la conférence de San Francisco après la Seconde Guerre mondiale. En prenant ainsi conscience de ce qu'a souffert la Chine sur la scène du monde, nous pouvons mieux comprendre aujourd'hui sa sympathie pour la Grèce, de même que celle de la Russie. Car nous faisons aujourd'hui subir à la Grèce, nous autres pays de l'Union européenne, ce que nous avons fait subir hier à la Chine. Sommes-nous capables de changer? Sommes-nous capables de comprendre que ce qui arrive aujourd'hui en Grèce peut arriver demain à chacun d'entre nous si nous ne changeons pas de politique? Des voix s'élèvent en Allemagne. Il a été dit hier, celle du ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, Schmitt et Schröder. Et que ces voix se soient élevées donne de l'espoir. Imaginez qu'en France, Jospin, Rocard et Delors fassent la même chose. Hélas, ça paraît pour l'instant inimaginable. Mais en Allemagne, ces voix se sont au contraire élevées pour que la Russie soit réadmise à la table du G8. C'est plus dans notre propre intérêt que dans celui de la Russie, car elle est désormais arrimée aux BRICS, c'est-à-dire à plus de la moitié de l'humanité. Sommes-nous enfin capables, Européens, d'éviter une nouvelle guerre? Pour cela, le test va être maintenant ce que nous pourrons faire pour la Grèce, c'est-à-dire en réalité pour nous-mêmes. Aujourd'hui, au-dessus de l'Europe orientale, ou même en mer de Chine, 2 avions qui se frôlent et tout peut dégénérer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les responsables militaires britanniques de l'OTAN. Aujourd'hui, les politiques de dépopulation ont commencé et face au flot de réfugiés, nos pays de l'Union européenne n'ont su penser qu'à bombarder les bateaux des passeurs et engager une nouvelle sorte d'expédition coloniale. Sommes-nous assez bêtes pour sombrer dans une barbarie mortelle, mortelle pour l'autre et suicidaire pour nous-mêmes? L'économie, c'est retrouver la bonté créatrice du Prométhée d'Échille, offrant à tous la possibilité de croître et de se multiplier, en multipliant, en développant la science au-delà du connu, et nous ressourcer dans ce que nous avons porté de meilleur pour le donner à autrui. L'économie, c'est faire pour la paix par le développement mutuel en notre siècle, au XXIe siècle, ce que le XXe siècle n'a fait que pour la guerre. C'est changer radicalement, du tout au tout, notre façon de penser et de concevoir le monde. C'est notre bataille ici. L'économie, ce seront les villes intelligentes du futur, le numérique arraché aux intérêts financiers, et non plus seulement source de destruction d'emplois, comme l'annoncent tous les instituts de prospective, mais fondation d'une nouvelle économie associée aux formes de production des énergies plus denses du futur, comme la fusion thermonucléaire contrôlée. Il n'est pas d'issue qui ramène au passé. Il n'est pas d'issue qui ramène au passé. Et c'est en retrouvant la confiance dans leur propre pouvoir créateur et en échappant à leur exploitation par les oligarchies dominatrices du monde transatlantique, c'est en faisant cela que les êtres humains s'élèveront à la hauteur du défi de notre époque. L'exploration et la maîtrise de l'espace jouent un rôle nécessairement fondamental comme objectif commun de l'humanité pour échapper à notre berceau terrestre, car ce qu'on fait dans son berceau, si on y reste trop longtemps, n'est jamais très bon ni pour soi-même ni pour autrui, sinon pour les machines à laver. Cependant, rien de tout cela ne se produira fatalement ou mécaniquement. La réalité est subjective. Nous devons retrouver le courage de Victor Hugo, en 1861, dénonçant le sac du palais d'été, le jardin des tourbillons d'eau pure, le Qing Wang, et les jardins de la clarté parfaite, le Yuan Yuan, construit par l'empereur Qianlong
et les jésuites. C'est-à-dire, nous autres Européens avons détruit en Chine les œuvres d'Européens. Voilà ce que dit Victor Hugo. Un jour, 2 bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. Devant l'histoire, l'un des 2 bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. On voit à tout cela mêlé le nom d'Elgin, qui a la propriété de rappeler le Parthénon. Ce qu'on avait fait au Parthénon, on l'a fait au palais d'été, plus complètement et mieux, de manière à ne rien laisser. Pour avoir fait cela, nous devons à la Chine d'entrer aujourd'hui avec elle dans le futur. Non pour détruire, mais pour bâtir le monde à l'ère des BRICS, non par complaisance, mais par volonté commune. Laissez-moi cependant vous dire que je suis fier que la lettre de Victor Hugo soit aujourd'hui sur les sites officiels chinois et sur l'Internet chinois, avec une traduction en mandarin. Je voudrais moi-même parler de ce que nous faisons à la Grèce et aux migrants venus d'Afrique avec la même colère inspirée que celle de Victor Hugo. Et je vais demander, comme une chose qui est une surprise pour vous, à Yetsin Vivrel de venir ici nous dire en chinois ce qui est dit de Victor Hugo. Merci. Alors, j'ai tapé Hugo, le sac du ballet d'été, sur un site de recherche chinois, Baidu, B-A-I-D-U. Donc voilà, c'est un site officiel de recherche chinois. Voici ce que j'ai trouvé. 有一天，2个强盗进入了圆明园，一个强盗洗劫，另一个强盗放火。看来，胜利女神可能是个窃贼。 对圆明园进行了大规模的破坏，由2个战胜者分担。我们看到，这整个事件中还与额尔金的名字有关，这注定又会使人想起帕台农神庙。从前对帕台农神庙怎么干，现在对圆明园也怎么干，干得更彻底、更漂亮，以致荡然无存。 如果把我们所有大教堂的所有财宝加在一起，也抵不上东方这座了不起的富丽堂皇的博物馆。园中不仅有艺术珍品，还有成堆的金银制品，丰功伟绩，收获巨大。2个胜利者，一个塞满了口袋，这是看得见的；另一个装满了箱子。他们手挽手。 笑嘻嘻地回到了欧洲，这就是2个强盗的故事。我们欧洲人，我们是文明人，中国人对我们来说是野蛮人，这就是文明对野蛮所干的事情。在历史面前，这2个强盗，一个将会叫法国，另一个将会叫英国。我先要提出抗议。 感谢您给了我抗议的机会。治人者的罪行不是治愈人者的过错。政府有时会是强盗，而人民永远不会。法兰西帝国吞下了1半的胜利果实，今天，帝国竟然带着某种物主的天真，把圆明园富丽堂皇的破烂陈列出来。我希望有朝一日。 解放了的干干净净的法兰西，会把这份赃物归还给被掠夺的中国。现在，我证实，发生过一次偷窃行为，有2名窃贼。Donc, même si vous n'avez pas pu comprendre, j'ai voulu qu'avec cette voix, vous entendiez comment, à travers les continents et sur toute la Terre, peuvent s'entendre ceux qui parlent au nom de la justice, du droit et du développement de l'humanité. J'ai quelque chose à ajouter sur cette histoire. C'est sur les Elgin.
ceux qui ont été les prédécesseurs de Daesh au Moyen-Orient, dans les pillages des objets anciens, les faux aristocrates de l'Empire britannique, ce sont ces Elgin. Le 7e comte d'Elgin, en 1801, a fait piller le Parthénon en Grèce. Le 8e comte d'Elgin, en octobre 1860, a ordonné la destruction du palais d'été en Chine, le sac du palais d'été. C'est encore un Elgin. Et puis le même Elgin devient vice-roi des Indes en 1861 et continue son pillage. Donc pour ceux qui ne croient pas à l'oligarchie britannique et à sa tradition, je crois que vous avez là un exemple particulièrement révélateur. Alors, certains d'entre vous diront, mais on est devant une tâche énorme devant nous. Il y a lieu d'être optimiste, cependant, et trouver les raisons d'espérer. D'abord, parce que ce sont les BRICS qui donnent désormais le là du monde, et qu'un nouvel élan vers une mutation politique se manifeste en Europe, en particulier là où l'économie physique est encore relativement la plus forte, en Allemagne, et aussi en France, dont l'économie est fortement intégrée à celle de l'Allemagne et l'Allemagne à celle de la France. C'est une chose que beaucoup ignorent parce qu'ils pensent encore en termes de vieille nation. Aux États-Unis, avec notre mouvement politique, les choses changent. Vous allez entendre Lyndon LaRouche tout à l'heure, et Walter Jones, et un syndicaliste américain. Aux États-Unis, les choses changent. Et la candidature du démocrate O'Malley, qui a pris parti contre les bandits de Wall Street et a appelé à revenir au Glass-Steagall de Roosevelt, la candidature de O'Malley devient de plus en plus représentative face, je dirais, aux compromissions de Hillary Clinton. Et je suis diplomate dans mon jugement. Et puis, il y a John Conyers, qui est un représentant américain, combattant des droits civiques dans le passé, qui a fait présenter une motion, une résolution au Congrès américain, qui a été votée. C'est le refus de financer le bataillon d'Azov en Ukraine. La milice d'Azov, il faudrait dire, puisque la milice est un mot familier pour certains Français. C'est la milice du secteur privé, la milice néo-nazie, et c'est une appellation polie pour la désigner. C'est la milice de Victoria Nuland. Donc il y a aux États-Unis des gens qui s'insurgent au sein du Congrès, on l'a vu pour le traité de libre-échange pacifique, avec la zone Pacifique et le traité de libre-échange avec la zone européenne. Il y a une révolte aux États-Unis. Elle est insuffisante, elle n'est pas à un niveau suffisamment élevé, suffisamment profond, elle ne va pas au fond des problèmes, mais nous sommes là pour l'alimenter et la pousser avec nos amis américains. Et puis, regardons cette salle. Nous avons parmi nous des amis et des combattants du monde entier. Alors, nous pouvons espérer que la route de la soie arrive parmi nous et que nous puissions en faire un objectif de l'humanité dans sa manière de penser le monde et de le transformer en arpentant l'inconnu, en allant au-delà du connu, au cœur de nous-mêmes, comme dans la maîtrise croissante de ce qui est à l'œuvre à l'échelle de notre système solaire et même de notre galaxie. Oui, c'est bien là, comme vous le diront les orateurs suivants, oui, c'est bien là que se situe l'économie, la réelle, celle de notre futur. Puisque j'ai convoqué Victor Hugo, exigeons un peu plus de lui, demandons-lui un peu plus. Confucius nous dit qu'il faut mettre ses amis à l'épreuve pour qu'ils s'élèvent au-dessus des contradictions d'une situation. Donc, en outre, c'est en juin, il y a 130 ans, que Victor Hugo est entré le premier dans notre panthéon. Écoutons donc ce qu'il dit dans un de ses plus beaux poèmes qui est Lux. Temps futur, vision sublime, les peuples entiers sont hors de l'abîme. Au fond des cieux, un point scintille. Regardez, il grandit, il brille.
Il approche, énorme et vermeil. Ô République universelle, ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle, demain tu seras le soleil. Simone Veil, notre grande philosophe platonicienne, qui a été aussi citée hier, ne disait-elle pas que dans tout travail humain, il y a une part de poésie? Car le travail réellement humain est toujours créateur, donc comporte un rapport avec ce qui n'est pas encore connu, ce qui n'est pas encore fait. Voici le travail qui nous attend. À quelqu'un qui me demandait pourquoi Madame El Gazep-Larouche et les responsables chinois avaient trouvé ce nom étrange, à leurs yeux, étrange, historique, de nouvelle route de la soie, route de la soie. Je leur ai répondu, mais c'était pour Madame Larouche et pour les experts et les politiques chinois, c'était pour eux naturel. L'économie est fondée sur le travail humain, créateur de travail, et ce travail est toujours porteur de poésie. C'est ce que nous ferons du monde, qui nous donnera donc son verdict. Maintenant, je dois ajouter quelque chose que je n'avais pas prévu, mais en voyant votre salle, en voyant ceux qui sont venus, je le dirai. La dissuasion du faible au fort, ça marche toujours, pourvu que le faible soit prêt à engager sa vie, son honneur et son patrimoine. C'est ce que disait Benjamin Franklin à l'aube de la Révolution américaine. Sa vie, son honneur et son patrimoine, lorsque le droit naturel et l'avenir de l'humanité sont en jeu. Merci donc pour ce que vous ferez. Merci, parce que j'en suis convaincu, nous allons le faire ensemble.